C'est encore moi, votre frère Kenzo Mukendi, membre ensemble de l'UDPS. Je viens une fois de plus parmi vous pour que je vous présente un autre élément. Voilà, donc je voulais vous présenter la réflexion du docteur JC. Mais malheureusement, l'élément que j'ai n'est pas stable, n'est pas un élément voilà, stable. Je voulais présenter ça, mais sur le plan technique, l'élément ne passe pas bien. Voilà, le son crash. Voilà, j'ai déjà annulé. Alors, à la place, je vais vous présenter un Camerounais. Un Camerounais qui parle de Joseph Kabila. Des Africains qui, à la fin, s'engagent pour le problème du Congo et expliquent la réalité des choses, les faits. Alors, on va écouter Charles Onana qui en parle. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais avant tout, je vais vous placer un élément, parce que comme vous le savez, il y a du lithium. Il y a du lithium à Manono. Alors, c'est une très bonne information. Lorsque nous projetons le Congo dans 10, 20 ans, donc nous sentons qu'il y a une prise de conscience chez nous, les Congolais. On a des minéraux et ces minéraux doivent être transformés chez nous. Alors, TVza Radio T, la Bino, élément mongo ya RFI, Boyoka. Numéro Boyoka. This brilliant device keeps your home cool in summer, Bozela, even during heat listez waves. les cas, s'il vous plaît. Carbonate de lithium, c'est la quantité de production. 500 000 tonnes de carbonate de lithium, c'est la quantité de production attendue au mois de juin avec l'entrée en activité de la société Manono Lithium du groupe chinois Zijin. Cette production devrait même doubler d'ici la fin de l'année. Edas Loa Bakitwa est le chef du personnel de la société Manono Lithium. Le projet produira annuellement environ 1 million de tonnes de concentré de lithium, dont environ 500 000 tonnes seront transformées en sulfate de lithium. Nous avons une très grande usine et cette transformation se fera localement. Une transformation locale qui permettra à la société d'exporter ses minerais stratégiques par voie lacustre avec une valeur ajoutée. Edas Kitwa, chef du personnel. Les minerais seront exportés par Kalemi. Manono Lithium est en train de construire un port industriel, un port privé, le port de Mutoa. Dans cette course au lithium congolais, les Chinois ne sont plus seuls, même s'ils ont une longueur d'avance. Avec un investissement prévu de 50 millions de dollars d'ici 2027, la société américaine Cobalt Metal accélère l'exploration dans la région. Benjamin Katabuka est le directeur général de Cobalt Metal. Nous avons commencé par collecter les échantillons de sol. Nous avons, permis de recherche dans la région de Manono-Madamakulu et nous espérons en fait en avoir encore plus de permis dans cette région. La toute première production du lithium dans la province du Tanganyika suscite beaucoup d'espoir en termes de développement local. Forte des expériences passées, Maître Angèle Kombe, membre de la société civile basée à Kalemi, plaide pour que cette richesse profite au maximum aux communautés locales. De Manono ici, où la route passe, la route qui va transporter Voilà. des tonnes et des tonnes et Voilà. Donc vous comprenez que à travers notre lithium, déjà, il y a deux sociétés au niveau de Manono. Il y a une société chinoise et il y a une société américaine, la société de Jeff Bezos et de Bill Gates. Donc eux, ils sont encore dans l'exploration, donc bientôt ils vont commencer. Donc eux, ça sera en tout cas très bien. Mais la particularité est que les matières premières sorties des terres seront transformées chez nous. Il y aura transformation chez nous et on va exporter le produit fini. Donc il y aura une plus-value à la matière exportée et puis on va créer des emplois. Il y aura création de richesses chez nous. Voilà une très bonne nouvelle. Quand je suis tombé sur cet élément, il fallait que j'en parle à tous. Donc c'est le cas aussi avec le cuivre à Miabi.
Miabi, chez nous, à Miabi, voilà, à Katende. Plus précisément à Katende, dans le village de Kenjomu Kenji, Maman Sem de l'UDPS. Voilà. Alors, une très bonne nouvelle, tout et tout là. Avant que je vous place encore l'élément de Charles Onana, comme vous le savez, le président Félix Tshisekedi avait fait un message à la nation pour les 66 ans de notre indépendance. Alors, c'est ainsi que je suis tombé sur un extrait. Hier, je vous avais présenté un autre. Aujourd'hui, je vous présente un autre. Là, écoutons et puis on va peut-être placer un mot. Écoutons. Le 160 alinéa 3 S'agissant de la loi référendaire adoptée par les deux chambres du Parlement, je tiens à rappeler qu'elle relève du fonctionnement normal de nos institutions et du principe de séparation des pouvoirs. Dans une république démocratique, le Parlement débat, délibère et légifère. Le président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, exerce les prérogatives que lui confère la Constitution. Les juridictions compétentes, quant à elles, veillent au respect de l'ordre constitutionnel et de l'état de droit. C'est dans cet esprit de coopération interinstitutionnelle et de respect de l'état de droit que j'ai déféré cette loi à la Cour constitutionnelle aux fins d'examen de sa constitutionnalité avant sa promulgation éventuelle conformément à l'article 160 alinéa 3 de notre Constitution. Cette démarche procède d'une conviction républicaine profonde. Dans une démocratie, aucune décision, aussi importante soit-elle, ne saurait s'affranchir des règles, des procédures et des garanties que nous impose la loi fondamentale. La République ne ferme pas la porte à aucun de ses enfants d'ailleurs, dès lors qu'ils choisissent la voie de la paix, du dialogue, du respect des institutions et de la loyauté envers la nation. S'agissant de la loi référendaire adoptée par les deux chambres, le gouvernement, l'État ne ferme pas la porte à ses fils, dès lors qu'il respecte les institutions, dès lors qu'il démontre la loyauté au pays. Dès lors qu'il démontre le respect aux institutions et la loyauté au pays. Toi, tu es loyal à Kagame. Tu ne veux pas condamner l'agression rwandaise, toi Mbongo, toi Chole, toi Mouteba. Fachi Béton ne va pas t'écouter. L'institution président de la République ne va pas t'écouter. Le président Félix Tshisekedi a bel et bien parlé de la loi organique sur le référendum. Le chef en a fait allusion. Et le chef explique le principe de Montesquieu sur ce problème-là de la loi qui doit être promulguée, mais le chef explique le principe de Montesquieu, la séparation de pouvoir. Il y a le pouvoir législatif qui discute, qui légifère. Alors maintenant, il prend l'élément là, ce projet de loi qu'ils ont adopté, alors évidemment, qu'ils ont adopté qu'ils ont adopté après discussion. Mais maintenant, cette loi doit être promulguée. Mais le chef, avant de promulguer cette loi, le chef, c'est l'exécutif. Il prend cette loi, il envoie la loi à la justice. Séparation du pouvoir. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Il prend ce projet de loi, déjà adopté au niveau du Parlement, il l'envoie à la justice, principalement à la Cour constitutionnelle, pour que cette dernière puisse
analyser la conformité de cette loi à la Constitution. Lorsque la justice, à travers la Cour constitutionnelle, aura, évidemment, par sa conclusion, dit que cette loi est conforme à la Constitution, ce n'est qu'après que le président peut promulguer cette loi. Ça va quitter du projet de loi à une loi qui sera promulguée et, je crois, diffusée dans le journal officiel. Voilà l'extrait que j'allais vous présenter et voilà, et en discuter. Maintenant, écoutons le Camerounais. Le Camerounais, Charles Onana, qu'est-ce qu'il dit? Le Camerounais Charles Onana, qu'est-ce qu'il dit? Toyoka, Camerounais Charles Onana, Alobi, Nini. Comment tu interprètes, tu analyses le retour de l'ancien président Joseph Kabila dans l'est du Congo? Bon, après il en est reparti, mais on a l'impression qu'il est... Enfin, certains disent d'ailleurs qu'il est devenu il est redevenu la marionnette du Rwanda et de Paul Kagame. Comment est-ce que tu interprètes ce retour? Il fait régulièrement des sorties sur son retour en politique dans la vie congolaise. Comment tu interprètes son retour sur le devant de la scène, alors qu'il vit très bien, il pourrait couler des jours paisibles en retraite? Je pense que ce qui est très intéressant dans cette histoire, parce que c'est quand même la première fois qu'en Afrique, on voit un ancien chef d'État qui a été au pouvoir pendant 18 ans, qui revient à la tête d'une rébellion. On n'a pas beaucoup vu ça. Hein. En général, les chefs d'État, quand ils finissent le pouvoir, ils cherchent à être soit à la tête de l'Union africaine, soit à la Commission de l'Union africaine. Enfin, ils cherchent des postes un peu prestigieux pour être tranquille et jouer aux sages. Et là, on a quelqu'un qui, lui, rentre dans la rébellion. C'est qui montre très bien qu'en fait, il est le produit de la rébellion. Rwandaise, parce qu'il est venu, il a été formé, c'est l'ancien chef d'état-major qui a été mis sous sanction par les Américains, James Kabarebe, qui disait que Joseph Kabila, c'est lui qui l'a formé sur le plan militaire. Donc il a été formé au Rwanda par les Rwandais, il est revenu prendre la tête de la République démocratique du Congo après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, et aujourd'hui, je pense que Kagame a besoin de congoliser en quelque sorte son occupation, sa violation du territoire et du droit international du Congo. Il faut donner à ceux qui ne comprennent pas le jeu qui se joue dans cette région, il faut donner l'impression que c'est une affaire entre Congolais. Il fallait une tête. Il fallait une tête, et une tête apparemment crédible. Donc, parce que on dit un ancien président de la République du Congo, il ne peut pas être autre chose que congolais. Que patriote. Il ne peut qu'être patriote. Bon, mais alors qu'on voit très bien que non, ce n'est pas du tout ça. Un patriote commence d'abord par s'élever contre l'occupation de son pays par des forces étrangères. Et là, c'est pire, il est soutenu par le pays et le proxy, le M23, qui fait la guerre à son propre pays dont il a été président. Mais non seulement il n'est pas que soutien, mais il est allié. C'est tout son allié lié au M23, le M23 qui a été créé et qui est financé selon les rapports des Nations Unies et de Human Rights Watch. Tout le monde reconnaît aujourd'hui que le M23, c'est une milice rwandaise qui travaille en étroite collaboration avec l'armée rwandaise, les Rwandan Defense Force. Et donc on constate que quel que soit le bout par lequel on prend ce problème, Joseph Kabila n'est pas en position aujourd'hui de se battre pour défendre son pays contre une violation manifeste du droit international. Comment les Américains peuvent sanctionner les troupes rwandaises? Et Joseph Kabila, lui, se fait accueillir par les Rwandais. On le voit faire des tours dans une zone qui est supposée être une zone sous occupation rwandaise. Donc, il y a là quelque chose. Le jeu, maintenant, je veux dire, les masques sont tombés. Tout le monde est obligé de constater qu'en fait, il agit en quelque sorte sous les directives ou sous les recommandations de Paul Kagame. Voilà. C'est un Camerounais qui parle, Charles Onana. Un Camerounais qui parle, Charles Onana.
Avant, moi, je n'appréciais pas ces gens, ces Camerounais qui insultaient les chefs de l'État, le président Félix Tshisekedi, qui se faisaient des spécialistes dans le problème congolais, en nous donnant des conseils, en nous prodiguant des conseils, tout là. Et surtout, en ne démontrant pas à travers leur prise de parole le respect à notre chef. C'est la raison pour laquelle Kedjou Kenji était en total désaccord avec ces gens. Alors, nous savions, on a remarqué qu'il y avait derrière eux des Congolais, apparemment de la Pareco, comme Kirill Mawizo, comme Patrick Mbeko, des tribalistes haineux, des complexés, des Balouba qui détestent le président Félix Tshisekedi. Alors, après quelque temps, nos frères africains, ils ont pris du recul et ils se sont ressourcés, évidemment. Ils ont essayé de confronter plusieurs sons de cloche et ils ont compris la réalité. C'est la raison pour laquelle maintenant Kedjou Kenji peut les écouter, peut les entendre et pourquoi pas essayer de placer, que je parle de moi-même, essayer de placer ma communication sur la leur. Alors, un Africain qui se plaint de Kabila. Il était dans la rébellion, il devient président de la République et il retourne dans la rébellion. Mais l'objectif est simple. L'objectif de Kagame est de congoliser son agression. Il agresse le Congo et après il fait son théâtre, il prend soi-disant entre guillemets un Congolais, il place à la tête. Il a tenté avec Nanga, ça n'a pas donné beaucoup d'intérêt, beaucoup de profit. C'est ainsi qu'il a opté pour Kabila. Ça, c'est une lecture de notre frère Charles Onana. Mais moi, selon moi, Kedjou Kenji, je crois que c'est c'est Kabila qui, au départ, est allé supplier Kagame pour qu'il puisse attaquer militairement le président Félix Tshisekedi. Alors, pour convaincre Kagame, Kabila a utilisé Ambongo. Ambongo s'est rendu au Rwanda à 2 reprises. Évidemment, sous couvert des problèmes de catholiques, c'est là des réunions, des symposiums pour les catholiques. En réalité, c'était faux. C'était leur dossier macabre d'endeuiller les Congolais, de violer et de piller nos minéraux. Leur stratégie simple. Kagame attaque le président Félix Tshisekedi militairement. Kabila paye la facture. C'est Kabila qui paye la facture. Ambongo prépare les Fayoulou qui vont évidemment les prépare sur le plan politique pour amener le président Félix Tshisekedi à un dialogue. C'est ça leur agenda. Amener Kabila, tout le monde, à un dialogue et continuer leurs opérations sataniques, macabres, de brassage, mixage, pour affaiblir davantage notre État, à travers notre armée, nos services de sécurité, notre police nationale, nos administrations, notamment le Parlement, le gouvernement. Parce qu'après le dialogue, donc on va reprendre Roubewa, Nyarugabo, Janel Kabila, Hippolyte Kanambe, Katumbi, on va les déverser dans notre appareil étatique. Alors que le président Félix Tshisekedi a dit niet, niet, niet. Déjà, il y a un procès qui a été collé, une condamnation collée à Hippolyte Kanambe, à Nanga, tout là, ce sont des condamnés à mort, ce sont des délinquants. Et nous, Kedjou Kenji, les membres de l'UDPS, nous avons exhorté le gouvernement à faire de même contre Moïse Nyarugabo et Roubewa. Ils doivent être jugés. Ils doivent être jugés et condamnés. Ce sont des délinquants, des criminels. Il y a plusieurs rapports qui attestent leur criminalité à l'Est. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, merci beaucoup à nos frères africains qui
ont pris conscience de nous aider, notamment dans l'aspect, dans le volet communication, parce que je vous ai dit tantôt, à travers mes émissions précédentes, que la guerre médiatique existe. Il y a des armées numériques qui s'affrontent. Et si nous négligeons cette guerre au niveau de la communication, on va perdre tout, voilà, sur le plan réel, sur le plan du terrain. Voilà. Partagez l'émission Fiston Lendo, homme d'affaires Christian Kanye, je vous salue. Le millionnaire Jean-Marie Ngandou, Marcel Moubikaï, Maman Ali Moubikaï aux États-Unis d'Amérique. Voilà, je vous salue. Maman Inès, Mathieu de Jorine, Maman Georgette Moukouna, Maman Rose Kaleta, première vice-présidente UDPS Benelux. Bye bye, à la prochaine.